C'est un peu le face-à-face qu'on attendait pour cette troisième table ronde. Donc, Jean-Éric Riche, président du NIBAL, remercie pour l'accueil. Abdou Niaba, anthropologue, auteur de cet ouvrage, Bricole-moi un mouton, que vous pourrez trouver en bas, vers l'accueil. Il suffit juste de signer. Jean-Éric, je vais vous reposer la question que je vous ai posée sur scène, mais on va l'approfondir. Qu'est-ce que vous avez appris à la lecture de cet ouvrage, Bricole-moi un mouton? Tout. Ça commence bien. Tout, puisque n'étant pas bricoleur, je ne connais pas tant que ça de bricoleurs, et surtout, j'ai jamais accompagné des bricoleurs dans un projet important de bricolage. Ce que j'ai appris, c'est toutes les raisons différentes et toutes les approches que peut avoir le fait de se mettre à bricoler. Et ça, c'était une découverte. Et puis le fait que, voilà, ce n'est pas que par nécessité que quelqu'un bricole, c'est tout ce que ça lui apporte en termes de bien-être, en termes de réalisation de soi. Et donc c'est vraiment une découverte du comportement de l'homme dans son action de bricolage. Alors, on arrive à comprendre le rôle de l'homme. Et ce qui frappe également, en fait, Abdou, c'est le rôle de l'objet, le rôle de l'outil, qui peut paraître un peu accessoire, même si c'est un accessoire, mais j'arrive pas à parler comme toi. Mais le rôle de l'outil, et tu prends dans ton livre des exemples très particulier, notamment l'interrupteur. L'interrupteur qui revêt un côté magique quand on lit l'histoire. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? À la fois du rôle de l'objet et puis celui en particulier peut-être. Alors l'objet, l'outil, c'est d'abord comme ça que se définit l'humain. Hein, c'est qu'il est capable de se servir d'un outil pour pouvoir concevoir et réaliser des choses. Mais son premier outil, c'est la main. Et donc, tout le reste, ce n'est qu'une extension. Et donc, le travail de ces messieurs, c'est justement de faire en sorte que cette extension soit la plus naturelle possible pour qu'entre la tête qui voudrait penser, les mains qui pensent en fait, et la réalisation que l'on voudrait concrétiser, ce soit absolument fluide. Maintenant, si on prend l'interrupteur, alors c'est surprenant parce que l'interrupteur, personne ne le voit, et pourtant, c'est ce qu'on utilise quasiment tous le plus. On peut difficilement faire plus classique, ouais. Et là, voilà comment des industriels comme Jean-Éric d'ailleurs peuvent travailler sur cet objet pour faire en sorte qu'il s'adapte complètement aux désirs et aux besoins des nouveaux consommateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un produit, quand bien même on en aurait besoin, ce n'est rien d'autre que du sens et un objet de culture. Il faut qu'il ait du sens, il faut qu'il puisse s'adapter à notre temps et à notre goût. Jean-Éric, est-ce que quand on entend parler Abdou comme ça d'un interrupteur, on aurait pu prendre d'autres exemples, il y en a plein dans le livre, c'est ce qui fait sa richesse notamment. Est-ce que ça vous fait réfléchir différemment à la façon dont vous travaillez? Oui, c'est important d'avoir cette approche, de se poser ces questions-là. Effectivement, un interrupteur, on peut considérer qu'il ne sert qu'à allumer les lumières. On peut considérer qu'à la limite, il serait presque mieux de ne pas le voir plutôt que de le voir. Et puis, on peut aussi considérer que même si on ne le voit pas beaucoup, ça peut devenir un objet de déco. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet-là. On peut lui amener beaucoup d'intelligence, on peut le rendre autonome. Et donc, on s'aperçoit que même sur un produit aussi basique que d'allumer et d'éteindre une lumière, il y a plein de choses à inventer. Et ce qui est marrant, Abdou, c'est qu'on a le sentiment, effectivement, et c'est vraiment ce qui est frappant dans ton livre, c'est qu'il y a du sens derrière chaque action. Et c'est pas forcément quelque chose de naturel quand on y pense et quand on pense au bricolage. En fait, c'est le principe de l'anthropologie, c'est de révéler que tout ce que l'on pense être naturel est en fait culturel. Donc on s'ancre dans un système de valeurs et dans une hiérarchie qui n'est absolument pas commune pour tous. Et quand on parle du bricolage, le bricolage en France, ce ne sera pas le même qu'en Chine, ce ne sera pas le même qu'au Moyen-Orient, ce ne sera pas le même qu'aux États-Unis. Pourtant, au fond du fond, ce que l'on veut, c'est pouvoir faire en sorte que notre pensée puisse se réaliser dans la matière. J'aime bien la phrase. Quand on parle de bricolage de façon plus terre-à-terre, on a beaucoup parlé tout à l'heure de la crise économique, on a vu le taux de croissance, 6% en 6 ans. Ça veut dire que le bricolage résiste bien, et ça veut donc dire qu'aujourd'hui, le bricolage, c'est une activité majeure, contrairement à peut-être ce qu'on a tendance à penser. Alors c'est vrai que ce marché, même s'il est un petit peu stagnant, puisqu'effectivement 6% de progression en 6 ans, c'est pas beaucoup, et surtout si on sait que cette progression, elle n'est portée que par des créations de nouveaux magasins et par le développement des ventes sur Internet,
qui est encore très faible aujourd'hui. Donc c'est pas beaucoup. En même temps, c'est un marché qui a beaucoup mieux résisté que l'ensemble des autres marchés de biens de consommation. Alors pourquoi il est en panne? D'abord parce que le bâtiment est en panne. Donc, en gros, quand quelqu'un achète un appartement, il dépense 350 € pour faire un peu d'aménagement de son appartement. Quand il construit une maison, il ne fait pas tout faire. Il arrive dans sa maison, il réalise des travaux. Donc, on souffre de cette panne du bâtiment. Qui normalement était en train de voir la fin, puisqu'il y a une grosse reprise des dépôts de permis de construire et des lancements de construction. Donc on peut espérer que ça va mieux marcher l'année dernière. Mais malgré cette panne du bâtiment, ce marché s'est bien comporté parce que tout simplement il y a un besoin énorme. Tous les gens qui sont dans cette salle ont tous un projet de bricolage. On a tous quelque chose qu'on aimerait faire ou qu'on devrait faire dans sa maison. Et on se dit, tiens, ça serait bien qu'on repeigne les volets, ça serait bien qu'on change la baignoire, ça serait bien. Quelqu'un a un tournevis d'ailleurs pour moi, un cruciforme, j'ai un meuble à monter. Et ça fait 3 semaines que je n'ai pas monté mon meuble. Et donc le potentiel de ce marché est gigantesque. Je crois qu'en électricité, 65% des logements en France ne sont pas aux normes. Hein. Donc le marché, le besoin, il est là. Mais bon, il y a une petite panne de morale en France. Donc qui se reporte un petit peu sur le bricolage, mais il reste un potentiel énorme. Oui, pardon. Non, allez-y, c'est terminé. C'est bon. Et ce potentiel, eh ben, il va falloir que les industriels et les distributeurs aillent le chercher en facilitant l'usage des produits. Parce que beaucoup de bricoleurs renoncent au bricolage, renoncent à leur projet, comme toi et moi. J'allais dire, c'est bon, j'ai une excuse. C'est l'outil qui ne va pas. Mais c'est 35%. 35% d'un bricoleur qui rentre dans un magasin renonce à son projet dans le magasin parce qu'il n'y voit pas clair. Donc on doit beaucoup travailler la facilité d'usage. Et voilà, on doit banaliser le bricolage. Et puis on doit le banaliser et on doit aussi en faire un rêve. Et à la lecture du livre d'Abdou, Bricole-moi un mouton chez l'Harmattan, en vente dans toutes les bonnes librairies, mais pas seulement. Tout à l'heure, je disais que Jean-Éric était le héros de son histoire. Pour raconter un peu ton histoire du bricolage, tu as trouvé un héros, forcément de la mythologie et héros qui parle à tout le monde, c'est Ulysse. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on en a parlé, Ulysse, héros, bricolage, ok. Donc pourquoi Ulysse? Parce qu'après, ça semble tellement évident. Parce que quand on bricole, on ne sait jamais où on va. Ulysse non plus, oui. Et les bricoleurs nous ont appris une chose, c'est qu'ils étaient soumis à la loi de Murphy. La loi de Murphy, c'est la loi des emmerdes maximum. C'est-à-dire que dès que tu commences, c'est un véritable chantier. Et comme ils le disent, c'est un chantier tant que tu es dedans et ensuite c'est un chef-d'œuvre. Mais tant que tu es dedans, c'est un vrai chantier. Alors là où le bricoleur est comme Ulysse, c'est qu'il ne cherche pas à gagner. Il cherche juste à rentrer chez lui. Il cherche juste à atteindre son but. Et pour ça, il ne veut pas être le plus intelligent. Le bricoleur, ce n'est pas le mec qui dit c'est moi qui ai compris. Il ne veut pas être le plus fort non plus. Il veut juste atteindre son but. Et pour ça, il va faire preuve d'astuce et de ruse. Mais surtout et avant tout, d'énormément d'humilité. Alors, l'humilité, c'est résister au chant des sirènes et c'est un rapport avec le bricolage, en fait, c'est ça. Ouais, parce que, rappelle-toi, résister au chant des sirènes, qu'est-ce qu'il fait, Ulysse? Il s'attache au mât. Il s'attache. Et s'il s'attache au mât, c'est parce qu'il connaît ses limites. Un bricoleur, ça connaît ses limites. Mais c'est pas pour ça que ça va renoncer. Non. Est-ce que, peut-être comme Ulysse, le voyage est plus important que l'objectif quand on est bricoleur? C'est exactement ça. Si on bricole, c'est pour 3 raisons. Au final, c'est pour rassembler les choses, les rassembler les différents éléments d'une même pièce pour construire son propre puzzle. C'est pour rassembler les différents éléments de sa famille et construire un objet que l'on a voulu et que l'on a pensé. Et enfin, c'est rassembler ses sens avec son bon sens. Et tu sais ce que c'est, ça? Non. C'est la définition du symbole. D'accord. Symbole, c'est ramener les choses. Différentes pièces pour n'en faire plus qu'une, à la différence du diabole. D'accord. Le diabole, c'est ce qui sépare. Donc, contre le diabole, le symbole. Pour le symbole, le bricolage. Et l'anthropologue ne sait qu'une seule chose, c'est que ce qui fait la différence entre Homo sapiens sapiens et les autres grands singes, je dis bien les autres grands singes, c'est notre accès au symbole. Alors quand je bricole, je construis du sens et en ça, je travaille sur ma propre dignité.
j'œuvre à devenir un être humain. L'homme grandit à travers son action. L'œuvre grandit en travaillant sur la matière, il travaille sur lui-même. Et c'est dans ce rapport en accordéon entre les choses qu'il touche et ce qu'il est lui-même qu'il se construit et qu'il est digne de devenir un homme. Très bien. Je te laisse réfléchir 2 petites minutes au rôle de l'outil, à sa symbolique pour le bricoleur et plus largement. Avant cela, Jean-Éric, industriels et distributeurs sont réunis aussi. Quel est le message que vous avez envie de leur adresser, notamment le rôle pour les industriels? Oh là là, grande question. J'adore poser des grandes questions. C'est le message à passer, c'est d'établir pas des frontières, mais que les industriels qui ont le savoir-faire de fabriquer, d'industrialiser des outils, continuent à le faire. Et l'innovation, on doit innover, on doit produire de mieux en mieux, de plus en plus vite, de moins en moins cher. Cette innovation, elle concerne à la fois l'usage du produit, elle concerne l'esthétique du produit et elle concerne le process industriel du produit. Et voilà, le message à passer avec les distributeurs, c'est comment on se répartit cette innovation pour être de plus en plus performant sur nos produits et faire qu'ils se vendent. Et là encore, Unibal a un rôle important dans cette espèce de répartition, de dialogue, d'échange, de construction. Oui, puisque Unibal est, je pense, reconnu comme une plateforme d'échange avec les distributeurs. 10 enseignes en 2016 ont éprouvé le besoin ou accepté notre invitation pour venir s'exprimer chez Unibal à l'ensemble des industriels. Et par conséquent, dans la mesure où Unibal est reconnu comme ce lieu d'échange et de discussion, forcément les messages, il faut qu'on aide à les faire passer. C'est bien de pouvoir le faire, notamment ce soir. Abdou, tu as eu tes 2 minutes de réflexion. La star du bricolage. C'est vrai que ton livre est consacré aux bricoleurs. La star, ça reste, ou c'est peut-être quand même le produit, l'outil. Comment il se place par rapport au bricoleur, à l'usage, comment on arrive à le mettre dans la chaîne que tu décris dans ton livre? Je vais te poser une question et tu vas répondre sans réfléchir. Ce qui m'arrive assez souvent. Donne-moi vite une couleur. Bleu. Un outil. Marteau. Les gens répondent en principe rouge, mais toi tu es plus fleur bleue. Et ils répondent marteau. Ça veut dire que ces outils sont tellement ancrés en nous qu'entre le marteau et le tournevis, il y a toute l'explication du monde. D'accord. Le marteau, c'est la référence paternelle, c'est ce qui va te protéger, c'est la force. Ce qui peut taper. Ce qui peut taper s'il faut. Au sens figuré, j'entends. Mais... Et le tournevis, c'est ce qui sert à tout le reste. C'est ce qui sert à s'adapter. C'est ce qui sert à naviguer. Donc c'est pour ça que dans le livre, tu le liras, il y a un couple de dieux, j'allais dire grec, évidemment. Oui. C'est le marteau et le tournevis. Et au-delà de ça, c'est tout ce dont l'homme a besoin pour pouvoir enfin agir sur la matière. Mais pourquoi c'est important l'outil? Parce qu'enfin, tu matérialises ton action cérébrale avec tes mains. Et tu sais quoi? La première activité de ton cerveau, c'est de cartographier ton corps. Et c'est pour ça que quand tu regarderas les bébés, tu verras que leurs mains, comme leurs pieds d'ailleurs, sont étonnamment grands. C'est parce qu'il faut d'abord comprendre le monde avec ses mains pour ensuite pouvoir construire des outils et enfin pouvoir se mettre soi-même au monde. Merci beaucoup Abdou, merci beaucoup Jean-Éric. On va arrêter là parce que dans 10 minutes, nouvelle table ronde qui sera liée en plus à la pollution, comment on peut, avec les matériaux, comment on peut agir sur l'environnement. Très intéressant et totalement dans l'actualité. Merci beaucoup messieurs.